Eh bien bonjour, c'est Fred pour Indécent Podcast, donc toujours sur Octogone 2022. Et là on est avec Adrien Parti pour l'ouvrage Vampirologie qui vient de sortir chez ActuSF. Est-ce que tu peux te présenter et puis après on va discuter un petit peu de l'ouvrage que tu as signé. Alors Vampirologie, c'est un ouvrage qui m'a mis 5 ans à écrire. C'est un parcours, une analyse en fait de comment la figure du vampire est utilisée dans à peu près tous les médias. En littérature, dans les séries télé, dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle en fait. Donc on a un parcours qui est vraiment le plus complet possible de tous les médias qui ont utilisé le vampire, avec à chaque fois une lecture aussi bien sociologique. Qu'est-ce que l'utilisation du vampire à telle époque veut dire en fait, pourquoi est-ce que les auteurs utilisent le vampire. Typiquement dans les années 80, que ce soit en littérature ou au cinéma, il y a l'idée en fait de l'émergence de l'épidémie de sida, et le vampire, créature de sang, faisait tout à fait sens à ce niveau-là. On a aussi pas mal de choses liées au lien entre l'utilisation du vampire et l'évolution d'un média en tant que tel. Je parle notamment pour le comics de l'idée que dans les années 40, il était explicitement interdit aux auteurs de comics d'utiliser la figure du vampire et l'effet de vampirisme, parce qu'il y a un truc qui avait été mis en place qui s'appelle le Comic Code Authority, qui empêchait en fait les auteurs qui voulaient être diffusés de pouvoir aborder ces sujets-là. Donc c'est vraiment un tour d'horizon le plus complet possible et en même temps une analyse. À chaque fois, chaque chapitre en fait est complété par une interview. Donc il y a des interviews de Anne Rice, de Mark Reinhagen, le créateur de Vampire la Mascarade, et une sélection d'ouvrages à lire, à jouer, de films à voir sur le sujet. Ouais, parce que c'est vrai que la figure vampirique, elle date pas de Bram Stoker, Dracula. Ça a déjà commencé bien avant. Peut-être pas sous les formes qu'on connaît, qui ont été matérialisées par le grand écran, je pense principalement les films de la Hammer, et puis etc. En fait, ce qui est très intéressant, oui, c'est que la figure du vampire, comme tu dis, en fait, littérairement parlant, elle naît au début du 19e, en 1820, avec un bouquin qui est Le Vampire de John Polidori. Mais en fait, elle existe déjà avant en tant que fait folklorique en Occident, en fait. C'est ce qu'on appelle les morts qui mâchent, en fait. Et ce qui est marrant, justement, c'est d'analyser ce basculement, en fait, depuis le folklore jusqu'à la fiction. Et surtout, la fiction vampirique, aujourd'hui, elle est partout, en fait, quoi. Les vampires, on les retrouve même dans les pubs pour Curly, en fait, ou pour Rebelle. Ouais, je me souviens déjà de dessiner peut-être de la Hanna-Barbera, ce qui ne me rajeunit pas, mais il y avait déjà les figures vampiriques. Oui, dans les dessins animés. Voilà. En France, on a aussi un personnage de dessin animé qui est Petit Vampire de Johann Sfar, en fait, qui est très très présent, en fait, quoi. Donc oui, c'est vraiment quelque chose d'universel. Et pour moi, en fait, pour travailler en fait, sur le sujet depuis 2006, j'ai un site internet qui s'appelle vampirisme.com où je chronique des œuvres sur le sujet. Ça a été de me rendre compte justement à quel point, ponctuellement, il y a un changement dans la manière d'utiliser le vampire, parce qu'il y a un tabou social, un problème dans la société qui se fait jour, et le vampire peut être utilisé pour métaphoriser ça, en fait. On parle beaucoup de Dracula, Bram Stoker. On est quand même à la charnière du 19e et du 20e siècle, en pleine période de révolution industrielle. Les gens qui se posent des questions aussi, les Anglais, sur toutes les colonies britanniques avec des débuts de conflits d'indépendance. Donc il y a beaucoup de doutes, de questionnements dans la société, et je trouve ça pas anodin en fait que le vampire dans Dracula, c'est un vampire qui vient d'ailleurs et qui vient envahir finalement l'Angleterre en son sein en fait pour la pervertir, quoi. Oui, c'est vrai que peut-être pour nos générations, on a plus Anne Rice en tête. Il y a vraiment peut-être, alors je sais pas, parce que toi tu pourras mieux le dire, mais peut-être redonner un souffle à la figure du vampire. À ton avis, elle se pose comment exactement, Anne Rice, sur quelle thématique elle a repris pour son vampire? Alors Anne Rice, pour moi, c'est déjà, comme tu dis, c'est aussi l'un des auteurs de début. C'est une des auteurs qui m'a fait tomber amoureuse du sujet. En fait, c'est Entretien avec un vampire, ça reste un des livres les plus magistraux que j'ai vu sur le sujet. Et là où elle va changer la donne, c'est qu'elle va leur donner la parole, en fait. Puisque là, c'était pas fait, le vampire était un méchant. Et là, en fait, ça devient pas forcément un héros, mais au moins le protagoniste central, maître de son histoire, en fait. En fait, ça a commencé quelques années auparavant. Anne Rice n'est pas forcément la première. Dracula est déjà passé par là, en fait. Il y a une série un peu avant qui s'appelle Les Dossiers Dracula de Fred Saberhagen, où c'est Dracula qui raconte l'histoire de Dracula de son point de vue. Mais Anne Rice, en termes d'impact, ça reste quand même majeur, parce que justement, elle a cette approche, cet ancrage contemporain, et le fait aussi où elle va donner vie à des nouvelles figures emblématiques de vampires qui ne sont plus Dracula, en fait. Et dès le tome 1, dès Entretien avec un vampire, il y a une scène qui est absolument géniale, où Louis et Claudia sont en Europe, ils cherchent d'autres vampires, ils vont en Europe de l'Est,
et ils voient les vampires tels qu'on les connaissait en fait, qui sont des créatures presque comme des zombies, qui sont complètement stupides, qui n'ont aucun intellect, qui sont des monstres sans cervelle, et ils leur tournent le dos pour aller vers les vampires évoluer en fait. Et je trouve ça génial l'idée qu'elle met en scène, le fait qu'on tourne le dos aux vampires du passé pour aller vers... Une petite mise en abîme en fait. Comme une mise en abîme en fait. Oui, c'est ça, oui. Et l'impact qu'il a, là aussi à travers le jeu de rôle, pour avoir interviewé Mark Reinagen, lui-même a conscience du fait qu'il a essayé volontairement de ne pas lire du Anne Rice quand il a créé Vampire la Mascarade, mais il le dit lui-même en fin d'interview, quand il a lu le truc derrière, il s'est dit que... Mais le problème qu'il souligne, c'est que même s'il n'en a pas lu directement, à l'époque, tous les médias sur le sujet commençaient à être influencés par ce truc et ça se diluait à l'intérieur. Donc finalement, l'influence, il l'a eu par rebond, mais elle est bien présente, quoi, en fait. Ouais, clairement, le jeu La Mascarade aussi, c'est aussi une bonne rupture dans le monde du jeu de rôle, clairement. Oui, et même le jeu de rôle, en fait, j'en parle beaucoup dans le livre. Le jeu de rôle Vampire la Mascarade a un impact qui va bien au-delà du jeu de rôle. Il y a les adaptations en roman qui sont extrêmement nombreuses. Il y a la série télé aussi, Kindred. Il y a des jeux vidéo, il y a bien évidemment le jeu de rôle. Ce que tu disais, même ne serait-ce que dans la construction du vampire en tant qu'entité sociale, le fait que les vampires se structurent en clans, qu'il y a des problématiques politiques à l'intérieur des vampires, ça arrive avec Vampire la Mascarade en fait. Après, c'est vrai aussi qu'on a peut-être, vu, en tout cas je parle pour mon âge, quand on regarde la série Twilight, on a ce regard peut-être un peu condescendant aussi en se disant ouais, les romances à l'eau de rose, mais c'est quand même une figure vampirique qui s'inscrit aussi dans une dimension politique qui fait qu'on demande autre chose aux vampires. Je sais pas comment toi tu l'as analysé du coup. Alors Twilight, justement, j'ai lu ça à l'époque avant que ça sorte en France. J'ai eu de la chance, j'étais en transit à Londres en revenant d'un voyage et je vois ça dans un librairie, je fais à ma compagne, c'est quoi ce truc? C'est un truc de vampire, on l'a pas à prendre en fait. Donc je prends, donc j'ai lu ça en anglais. Ça n'a pas été le coup de foudre, mais a posteriori, en replaçant ça dans l'histoire du vampire d'un point de vue littéraire, ça fait sens en fait qu'on aille dans cette direction-là, parce que la romance revenait déjà en force par rapport à la figure du vampire. Il y a aussi l'idée que l'auteur est mormon, et finalement, il y a ces idées, sa construction de l'humanité en fait, qui transparaît à travers les vampires de cet univers-là. Et finalement, les vampires de Stephanie Meyer ne sont pas forcément si éloignés que ça d'Anne Rice, quand on regarde en fait qu'elle compare beaucoup à des statues de marbre, ces vampires dans Twilight. Anne Rice le faisait déjà en fait, l'adjectif marmoréen en fait, on le trouve dans Entretien avec un vampire, donc c'est une évolution presque logique. C'est juste qu'à un moment, un auteur va mettre le curseur à un niveau et d'autres auteurs vont reprendre le fil et vont pousser un peu plus loin. Après, qu'on l'aime ou pas, c'est un fait. Les vampires aujourd'hui, on ne peut pas analyser le vampire aujourd'hui en tournant le dos à Twilight, ça n'a aucun sens, quoi. Et alors moi c'est vrai que j'ai une autrice qui est peut-être pas trop abordée, mais qui avait abordé aussi le thème du vampire, je trouvais ça vraiment magnifique, c'est Poppy Bright. Je sais pas si tu en parles du coup. Oui, le splatterpunk dans les années 80-90, en effet, Poppy Z. Bright avec Âme perdue, Billy Martin maintenant en fait, c'est important justement parce que c'est post-Anne Rice, mais il y a ce côté un peu trash. On retrouve finalement un espèce de côté trash au vampire qu'on avait complètement perdu. Le vampire qui recoupe les tabous aussi. Il y a beaucoup de tabous en fait dans Âme perdue par rapport à la sexualité, par rapport aux questions liées au genre. Et finalement, ça fait partie de l'ADN du vampire. Donc le fait de revenir à ce côté un peu sulfureux du vampire, il y a des auteurs français en fait qui sont dans la lignée en fait de. C'est Morgane Cossarieux par exemple. Cossarieux qui est clairement en fait qui revendique l'héritage de Poppy Bright en fait. Et je sais pas si au niveau film, je crois que c'était celui avec Hobbes dans le titre. Je sais pas si ça te parle. Les années 80. C'était une femme réalisatrice. Une femme réalisatrice? Ouais. Catherine Bigelow. Oui, c'est Near Dark aux frontières de l'aube. Voilà, en fait, ça fait partie des films importants sur le sujet. Celui-ci est encore plus intéressant, je trouve, que Génération perdue ou Vampire, vous avez dit Vampire, qui sont les teenage movies vampiriques de cette époque-là. Near Dark, il y a un côté teenage movie dans le sens où les personnages principaux, c'est des ados, en fait. Mais il y a ce côté aussi un peu road movie, qui est hyper intéressant. Il y a ce côté aussi un peu trash, quand même, qu'on trouve, en fait, où on est dans l'Amérique profonde aussi, quand même, dans ce film-là, qui fait qu'il se détache, en fait, de la production de son époque, quoi. Ok, écoute, je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser pour ces émissions.
exposition peut-être thématique vampire. Donc on pourra montrer le bouquin. Vampirologie par Alia Party aux éditions HUSF. C'est un must-have, c'est tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup Adrien. Merci à toi. À une prochaine et puis bon festival. Pareillement.